Amis culturels, bonjour. Merci de votre fidélité à Télé Congo. Merci de votre fidélité à l'émission Cultura. Sur le plateau de Cultura, l'appel du silence, parcours atypique d'un journaliste né à la maternité de la communication. C'est en tout cas un ouvrage qui nous arrive de Asie Dominique de Marseille. Et un ouvrage qui a connu la préface du professeur Hugo de Franc Moyen, postface de Komlon Dameo Dakouri, qui est épilogue, et donc l'épilogue de Stéphane Jocotte. Merci beaucoup. Donc, salut cher aîné, Asie Dominique de Marseille. Salut Sauf Gérard. Eh bien, merci donc de répondre à cette invitation de Cultura. Et comme j'ai mentionné, voilà, vous nous arrivez avec, il faut dire, ce bel opus, l'appel du silence. Oui. Et c'est un ouvrage qui a été édité par l'Harmattan au Congo. Et voilà, c'est un homme qu'on ne présente plus, mais nous allons nous faire ce plaisir de vous le représenter. Et pour ceux qui vont le découvrir aujourd'hui, merci de le découvrir également. Asie Dominique de Marseille est né à Evo, en République du Congo, et on sait que c'est la cuvette ouest. Oui. C'est pas mentionné, mais bien sûr, on le sait très bien. Journaliste de formation, il fonde et dirige en 91 le journal Le Choc, un hebdomadaire d'information et d'analyse. En 93, il faut dire, vous lancez le magazine d'information et d'opinion Le Congolais est révolté. Oui. Et voilà, pour dire succinctement, nous allons dire que vous êtes membre de plusieurs institutions internationales de la presse. Et je citerai entre autres l'UPEF. Et vous êtes aussi actuellement membre du Conseil supérieur de la liberté de communication. Voilà, et il faut mentionner, et à cet effet également, mentionner ce bel ouvrage également que vous avez publié, le Conseil supérieur de la liberté de communication, rôle et impact au Congo, suivi de les grands enjeux des institutions de régulation de la communication en Afrique. C'est aussi votre publication. Oui. Et déjà, on peut entendre par là que désormais, vous êtes parti pour cette course, pour le... Voilà, pour les ouvrages. Oui, c'est fini. Sauf Gérard, après 35 ans de plume et de micro et de caméra, je tire ma révérence, pas totalement, pour me consacrer un peu à un autre style d'expression qui se trouve aujourd'hui, la littérature. Voilà. Et vous le mentionnez quelque part dans votre ouvrage en disant que vous êtes parti pour d'autres narrations. Oui, d'autres narrations. Parce que quand on fait notre métier, en 35 ans, pour un journaliste qui a fait l'investigation, c'est beaucoup de dossiers, beaucoup, qu'on ne peut pas traiter dans un journal télévisé, qu'on ne peut pas traiter dans des pages d'un magazine qui fait à peine 12 pages et qu'on peut réserver à la partie politique ou sociale que quelques pages. Alors qu'est-ce que je fais? Durant tout ce temps, j'emmagasinais tous ces sujets, je les ai gardés et j'en ai des centaines et des centaines sur 35 ans, des dossiers brûlants, des actualités brûlantes que je n'ai pas perdues. J'ai pris des petits extraits que je mettais dans des journaux, que je mettais à la radio, que je mettais dans les journaux de presse écrite. Et aujourd'hui, je deviens écrivain, j'ai réveillé cette marmite-là. Je prends chacun de ces sujets et je les remets aujourd'hui en surface et je peux donc écrire. Alors j'ai commencé par d'abord l'itinéraire que j'ai suivi. Parce qu'il faut d'abord, après avoir fait 35 ans, on ne disparaît pas comme un morceau de sucre dans une tasse de thé, mais on laisse ses traces. Des gens ont cru en vous. On a cru en un certain Sauf Gérard qui présentait Cultura. Le jour qu'il partira, qu'il nous écrive qu'est-ce que c'était Cultura. Et comme ça, ceux qui viennent, ils ont entendu parler, mais ils ont un témoignage qui est un livre à partir duquel on peut comprendre ce que Cultura. J'ai pensé qu'en 35 ans, Asie Dominique de Marseille a été peut-être modestement une forme de référence, un référentiel dans les médias congolais. Il s'en va, mais qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé un ouvrage qu'il a appelé L'appel du silence. On va y arriver pour l'appel du silence. Et cet ouvrage n'est pas seulement une autobiographie, ce n'est pas une simple forme d'autobiographie, mais c'est l'itinéraire professionnel d'un des leurs, de vôtres, un journaliste, qui a dit ce qu'il a fait et comment il a fait. Il a dit ce qu'il a fait et comment il a fait. Alors on peut s'inspirer de ce qu'il a fait pour dire oui, il est passé par là, il nous a montré aux jeunes, pas à ceux qui ont déjà 45 ans, 50 ans, aux jeunes qui arrivent, qui sont élèves, qui sont étudiants, qui sont jeunes journalistes, quand ils liront ce livre, ils verront ce grand qui a fait 35 ans, quels sont ses hauts et ses bas. Et là-dedans, je décris dans cet itinéraire, dans cet appel du silence. Voilà. Cet appel du silence, le titre nous interpelle. Il est très évocateur, mais en même temps, il garde sa part du mystère. Oui. L'appel du silence. Et pourtant, vous l'expliquez quelque part, en passant.
entre deux mots, bien sûr. Oui, oui, l'appel du silence, il y a, je peux dire, 3 explications. La première, c'est quand on fait notre métier, on pense qu'il y a une bonne partie de la population qui n'a pas la parole. Alors amenez votre micro. Vous faites une émission culturelle, allez interroger ces jeunes garçons qui n'ont pas la parole, mais qui veulent l'écrire, qui ont la chose littéraire, mais qui n'ont pas la possibilité de l'exprimer. Donnez votre micro à ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, mais qui ont aussi des choses à dire. Ce ne sont pas les rebuts de la société, c'est des hommes et des femmes qui font partie de ce monde cosmopolite, de cette société congolaise qui a besoin d'être écoutée. Vous avez donné la parole aux plus éclairés, donnez la parole à ceux qui n'ont pas la parole. Donc le silence, ceux qui sont dans le silence, c'est l'appel du silence. Ce silence m'appelle moi, il faut le leur donner. Ça c'est la première. Deuxième explication, dans notre métier, quand vous arrivez à l'âge que j'ai atteint, vous devenez le phare. Vous appuyez sur un bouton, vous éclairez le chemin. Ceux qui sont derrière vous, vos petits, vos gamins qui arrivent de la profession, vous devenez le manteau, vous leur montrez le chemin. C'est des silencieux qu'ils apprennent. Vous leur montrez le chemin. Vous appelez ce silence, regardez la voix que j'indique. Vous devenez le phare, le modèle. Et enfin, l'appel du silence, c'est mon père. Mon père, c'est instituteur. Quand je passe à la télé, et quand j'ai dit je vais devenir journaliste, je lui ai dit le jour où je m'inscris à l'école. Nous sommes le 3 octobre 1969. J'ai 6 ans. Alors mon père instituteur, il m'amène pour m'inscrire à l'école, à Mokeko. Il était affecté à Ouesso, à Mokeko, à 15 km de Ouesso. Et M. Dekambi Jean, qui est mon premier enseignant, quand vous venez, quand un instrument, un enfant, il demande si vous posez la question de savoir que ferez-vous dans la vie et venir à l'école. Et moi, je me pose cette question-là. En 1969, j'ai dit que je serai journaliste. Il a crié. En 25 ans, le métier, il a dit à mon père. C'est la première fois qu'un jeune me dit qu'il est journaliste. Un enfant qui vient à la maison. Parce que le journaliste en 69, ce n'est pas le métier le plus populaire. C'était l'enseignement, c'était la santé. Et quand tu poses la question, les gens disaient, je vais être enseignant. Parce que le média était un média du centre-ville. Mais moi, je n'ai pas vécu au centre-ville. En 69, je suis à Ouesso. Qu'est-ce que j'ai comme idée des médias? De choisir le journalisme le jour où on m'inscrit à l'école. Il dit, ça c'est prémonitoire. Évidemment, c'est là où on vous dit, le journaliste naît à la maternité de la communication. Parce qu'à 6 ans, on ne peut pas choisir un métier. Choisir veut dire qu'on a compris, on a regardé le pour et le contre. Et je dis, je suis né avec ces gens du journalisme. En fait, je n'ai jamais décidé d'être journaliste. C'est le journaliste qui a décidé d'être moi. Il est rentré en moi, dans le sein de ma mère, et ma mère me met au monde, je suis déjà contaminé. Voilà pourquoi je dis, je suis né à la maternité de la communication. D'accord. C'est ça. Mais il faut dire que cette contamination également a créé en vous une grande passion. Et c'est un métier que vous avez exercé avec beaucoup de passion. Oui. Est-ce qu'on peut arriver un jour à exercer ce métier sans passion? Pas du tout. J'ai terminé sur cet appel ça parce que je voulais expliquer quelque chose. Et quand je suis devenu journaliste, j'ai acheté un téléviseur à mon père. Et lui, quand il rentrait à la maison, les jeunes venaient regarder. C'est parmi les vieux de chez moi à Ivo qui avaient un téléviseur à la maison. Quand les jeunes venaient regarder, ils faisaient du bruit. Ils disaient « Silence !» Mon fils passe. Silence, mon fils passe. Donc, il appelait tout ce silence-là. Et c'est devenu une rengaine. Maintenant, les jeunes appelaient quand ils rentrent. Bientôt, le vieux va nous lancer encore son appel du silence. Voilà l'appel du silence expliqué en 3 versions. Alors, vous parlez de passion, sauf Gérard. Je ne crois pas qu'on puisse faire ce métier sans passion. Parce qu'il est d'une complexité extraordinaire. On ne peut pas être journaliste. Le journalisme, c'est quoi? C'est ce phare qui montre la vérité à la société. Ce métier ne repose que sur un seul mot, vérité. S'il y a des métiers au monde en qui on demande de dire la vérité, le métier le plus en vue, le plus touché, le plus interpellé pour dire la vérité, c'est le journalisme. Or, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, semble-t-il. Mais pour moi, toute vérité est bonne à dire. Oui. Et dans un métier où la vérité est le leitmotiv, il est difficile de faire ce métier sans passion. Parce que la vérité heurte, la vérité blesse, comme la vérité guérit, comme la vérité peut faire sourire. Et ce n'est pas facile, la vérité. Vous parlez, en parlant, on manipule les mots. On joue avec les mots. Parce que vous ne savez pas quel mot vous prononcez, qui peut faire plaisir, qui peut faire mal. C'est le travail du verbe. Or, les mots, je les définis comme des morts qui sont au cimetière du dictionnaire. Je les réveille. Un mot dans un dictionnaire, il n'a pas d'action. Il est mort, il est décédé. Mais quand j'inocule à ce mot le venin de ma plume, elle peut être une plume rouge, une plume bleue, une plume noire. Quand j'inocule à ces mots le venin de ma plume, le mot se réveille. Il se met en action. Avec les mots,
je peux faire un biscuit pour prendre un PDG le matin. Avec les mots, je peux en faire un obus qui peut désarçonner toute une société. Donc le mot, on le manipule, on le gerce, on le travaille, on le rince le mot. Le mot, c'est cette argile qu'on peut transformer comme ça, on peut blaguer avec. Après, j'ai dit, un mot simple dans un dictionnaire n'a rien dit. Mais quand le journaliste le sort déjà sur un plateau, il a pris le mot dans le dictionnaire, il lui a donné la force d'exister. Et quand il prononce ce mot-là, le mot peut déranger. Le travail du journaliste, c'est un travail de la parole. On ne peut pas le faire si on n'a pas la passion. La passion, je la définis comme l'amour qu'on a pour quelque chose. Peut-être l'amour est excessif, mais ça vaut la peine que cet amour soit excessif. L'essentiel, ça va contrôler cet excès. Alors, vous parlez de la vérité et le chapitre 4 est consacré à la quête de la vérité. Et de cette vérité, vous en faites des déclinaisons. Quelques déclinaisons qui vont vous conduire à la vérité. Et j'en compte déjà pratiquement 8. Voilà, 8. Je ne vais pas tout lire, mais je m'en tiendrai à quelques-unes qui finalement sont très récurrentes, puisqu'elles vont jusque dans le chapitre où vous parlez des leçons à tirer. Oui. Il y a la vérité, il y a l'empathie, il y a l'intégrité, il y a écouter la voix de l'invisible, la résilience face aux critiques. Et ça, vous revenez avec beaucoup de récurrence, je le dis. Oui. On a le sentiment que vous dites le même du début à la fin. Oui. Mais on comprend cette constance, puisque c'est ça qui vous a caractérisé tout au long de votre métier. Et vous mentionnez quelque chose, c'est à la page 50, et je vais vous lire, du Marseille. À la page 50, vous parlez des pressions que l'on peut finalement avoir à un moment lorsqu'on a, il faut dire, cette obsession de dire la vérité. Lorsqu'on est tenaillé par cette obsession, lorsqu'on est tenaillé par cette envie forte, lorsqu'on est tenaillé, et vous le mentionnez si bien, je vais vous lire, je disais que c'était à la page 50, la création d'une image de marque personnelle. Non, les défis de la popularité. Bien que dans la montée en popularité soit gratifiante, elle n'est pas sans défi. Là, vous parlez des défis puisque vous en arrivez là. La reconnaissance entraîne des attentes accrues et des pressions supplémentaires. Avec la popularité vient une pression croissante pour maintenir un niveau élevé de qualité dans mes prestations. Le public s'attend à ce que je sois non seulement percutant, je souligne ce mot, mais aussi révolutionnaire dans mes analyses. Cette pression peut parfois être écrasante, mais elle m'encourage à m'améliorer constamment. Absolument. C'est tout dans cette soif de, oui, absolument. Pas, de dire le vrai. Oui, oui, et sauf Gérard, quand vous êtes vous embarquez dans ce bateau qui vous conduit à la niche de la vérité, au bord de la vérité, au port de la vérité, vous sentez que le public veut écouter autre chose. Et c'est là où vous avez une pression, vous dites, qu'est-ce que je veux dire à ce public qui ne connaît pas? Devant cette crise, devant cette réalité, qu'est-ce que j'ai découvert en tant que jeu d'investigation? Ce que j'ai découvert, ça peut faire mal, mais je suis obligé de le dire parce que moi, je suis cet avocat qui défend ce public, qui a besoin de savoir. Le public a besoin de savoir. Et la société a fait du journaliste l'homme qui doit donner le savoir au public. Mais quand tu le donnes, ne le donne pas à moitié. Ne le tranche pas, ne le coupe pas, ne le limite pas, ne le rince pas, ne le gerce pas, libère-le. Parce que tu es parti le chercher pour nourrir un public. Le public a besoin de ça. Et pour le donner, il faut que tu te surpasses. Parce que, sauf Gérard, oui, tu es devant certaines pressions, même morales. Je veux parler de telle affaire, mais celui qui est concerné, c'est un tel. Cette personnalité, j'ai telle relation avec. Ça n'existe plus. Tu ne regardes plus cette relation. Je veux parler à ce public. Comment est-ce qu'il va réagir? Et quand tu regardes tout ça, tu dis donc, il faut que je me dépasse. Si je n'appelle pas une forme de résilience, une forme de dépassement, je ne pourrais pas dire la vérité. Mais il me faut dire la vérité parce que le public a besoin de savoir. Quand vous savez que votre mission, c'est que le public a besoin de savoir, ne retenez pas la vérité. Dites cette vérité au public. En même temps, vous avez cette pression qui vous demande de la dire. En même temps, vous avez ce côté, un peu, je peux dire, entre guillemets, humain qui dit, mais quels sont les effets induits de cette vérité que je vais jeter comme ça sur le public? Et vous êtes entre ces deux, mais à la fin, vous décidez. Je prends sur moi une pression, mais je suis obligé de dire la vérité à un public. Voyez-vous? Donc ça vous poursuit toute votre vie. Si vous voulez être un journaliste engagé, un journaliste qui, quand il parle,
les publics où le public se lève, les publics où se lève. Ah oui, il est passé, il va passer aujourd'hui, on va l'écouter. Mais qu'est-ce que le public veut de vous? Pourquoi le public est sensible pour vous écouter? Parce qu'il sait que vous allez passer. Mais parce qu'il sait que vous, quand vous tenez ce ballon-là, vous allez marquer. Vous êtes le Mbappé, vous êtes le Messi, vous êtes le Ronaldo, vous êtes le Yamal. Vous êtes ce joueur-là. Quand il a la balle, le public se lève. C'est la même chose. Tous les jeunes n'ont peut-être pas le même bagou, le même, comment j'appelle ça, la même étoffe. Mais votre étoffe, le public vous renvoie. Parce qu'après, il y a un retour. Quand je vais faire une belle émission de littérature, je vais chercher qui? Je vais pas par 4 chemins, c'est sauf Gérard, avec Cultura. Terminé. Et Cultura se dit, je ne peux pas tronquer ça. Le public aime pour ça. Je dois tenir dur la barque pour que Cultura aille jusqu'à l'avant. Quel que soit ce que j'ai devant moi, il me faut tenir Cultura pour satisfaire ce public qui aime Cultura. Mais il n'aime pas Cultura pour les beaux yeux de Sauf Gérard, parce que le monsieur rend ce que le public veut de lui. Et le journaliste rend ce que le public veut. Il est obligé de ne pas tronquer la vérité. Le jour où vous tronquez la vérité, le public change. Si vous ne voulez pas changer, le public changera de vous changer. Il va changer, il dit, écoutez, je change, je te changer. Il va changer. Et j'en arrive là à Sidominique de Marseille. Vous parlez des pressions, mais également vous parlez de l'adversité de ceux qui n'adhèrent pas à vos analyses percutantes, oui, qui finalement se présentent, qui s'érigent en ennemis. Oui. Alors, mais ce ne sont pas des moindres en fait. Non, pas du tout. C'est des gens qui ont des hautes responsabilités, oui, et vous évoluez dans un environnement où l'adversité n'est pas un vain mot. Pas du tout. Alors, à ce moment-là, quel est réellement, finalement, votre dire du vrai? Parce qu'il y a cette pression. Mais vous parlez de l'intégrité, vous parlez de la quête de la vérité, vous voulez dire le vrai. Mais vous savez que vous avez la pression de ceux qui peuvent, en un laps de temps, vous écraser. Oui. Et puisque même dans le livre, vous mentionnez par 2 fois, oui, 2 de vos émissions, par un coup de fil, ont été suspendus. Oui. Par un coup de fil. Oui. Donc on n'a pas attendu qu'il y ait, que l'on prenne un décret, que l'on prenne un arrêté pour. À ce moment-là, quelle est la part du vrai? Oui, mais sauf Gérard, c'est difficile. Quand vous faites l'unanimité, vous n'êtes plus humain. Il est impossible de faire l'unanimité. Je me pense sur un plateau, je donne la vérité, j'ai fait une investigation, je sors de mon investigation des éléments qui vont toucher le public. Ceux qui sont touchés, qui sont pour, ceux qui sont touchés, qui sont contre. Le jour où je fais l'unanimité, je ne suis plus journaliste. Ce n'est pas possible de faire un plateau, de faire une analyse, que tout le monde soit d'accord, ce n'est pas possible. Il faut bien qu'il y ait une partie qui dit « nous ne sommes pas d'accord ». Et c'est ce qui fait l'être humain. Quand on fait de l'unanimité, c'est déjà foutu contre... Tout le monde est d'accord, non. Moi, je suis fier quand j'entends « ah oui, il a fait un plateau, 50 personnes applaudissent, 40 personnes n'ont pas applaudi ». J'ai dit « évidemment, évidemment, il y a des gens qui ne sont pas contents parce que mon analyse a touché, a frôlé, n'a pas plu à ces personnes. Mais ces personnes peuvent avoir un pouvoir, comme vous dites. Par exemple, un coup de fil, on a enlevé l'émission Libre Expression. Oui, ils ont le pouvoir de le faire. Mais moi, j'ai un pouvoir, c'est de ne pas cantonner ma vérité. Je préfère qu'on suspende l'émission. Peut-être vous allez suspendre parce que la télévision, comme n'est pas ma télévision, l'autorité qui a suspendu a suspendu. Mais vous n'avez pas tué la liberté en moi. Vous n'avez pas tué la vérité en moi. À l'intérieur ici, elle bouillonne. Quand je prends la plume, ce n'est plus votre studio. Quand j'écris dans ce livre, ce n'est plus votre télévision, ce n'est pas votre radio. Alors là, j'éclate. Alors là, j'excelle. Alors là, j'expose. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui dira, je mets par un coup de fil, j'arrête. Prenez une plainte, convoquez-moi au tribunal. Monsieur Aziz, ce que vous avez écrit, à indisposer un tel, je répondrai de cela. Je ferai la prison, mais je vais rentrer en prison comme un agneau. Je vais sortir comme un guépard. Puis je fais la prison, mieux ça me rend plus fort. C'est ça, parce que je suis têtu et tétanisé par la vérité. Elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'odeur. On ne peut pas la cantonner dans une chambre. La vérité est tellement extraordinaire qu'elle ne peut pas continuer quelque part. Le musicien a dit, vous amenez votre mensonge par l'ascenseur. Mais la vérité arrive par l'escalier, arrive toujours avant. Pourquoi? Parce que la vérité n'est pas contenable. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Et quand vous avez des autorités qui disent, je suis puissant, je peux l'écraser facilement, oui. Il écrase en faisant quoi? Il t'amène en prison, tu ressors de la prison, à moins qu'il te tue en prison, tu continues à être cet individu qui dira sa vérité. Aujourd'hui, je deviens écrivain, pourquoi? J'ai amassé des sujets que je ne peux pas traiter à la télévision. La ligne éditoriale ne m'appartient pas. L'autorité, j'ai la télé peut dire, monsieur Aziz, ça ne passe pas. À la télé, ça ne passe pas.
Je peux aller dans un organe privé, ça peut être la DIRTV, ça peut être la Vox TV. On peut dire non, notre ligne éditoriale, ça ne passe pas. Mais là-dedans, c'est moi ma ligne éditoriale. C'est moi ma liberté. Et vous l'avez fait avec le choc. C'est-à-dire que le choc a été finalement cet espace qui vous a donné plus de liberté. Plus de liberté. Parce que dans le choc, le directeur, c'est moi. La ligne éditoriale m'appartient. Voilà pourquoi vous allez constater dans ce livre, les plus grandes enquêtes que j'ai publiées, c'est dans le choc. Je ne peux pas publier ça à la télévision. Je couvre les biens mal acquis. Je ne peux pas le publier à Télé Congo. Le journal télévisé, j'ai 3 minutes. Mais les biens mal acquis, c'est des centaines de pages. Je ne peux pas publier les disparus du beach dans un journal télévisé. Ce n'est pas possible. Ou dans une émission de télé, ça fait 45 minutes. La culturelle, nous avons 30 minutes. Mais les disparus du beach, ça peut faire 100 pages d'un roman, 100 pages d'un essai. Et aujourd'hui, ces dossiers, je les réveille. Je commence à écrire. Alors, je proviens déjà, je le dis. Mon écriture peut être dérangée parce que ce que je n'ai pas pu dire à la télévision, je commence à le dire dans mes livres. Et je vous tiens au courant, vous dites, sauf Gérard, nous allons toujours revenir sur ce plateau. Vous allez avoir des documents qui vont vous impressionner. Vous dites, waouh, ce monsieur est journaliste. 35 ans après, il devient écrivain. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris tout ce qu'il a découvert en journalisme, qu'il n'a pas pu diffuser dans les médias, il se met à le diffuser dans ses livres. Or, le livre, c'est lui-même le patron de son livre. C'est lui-même le patron de la ligne éditoriale. Et vous allez avoir comme ça la République du colonel. Elle va sortir. Un roman. La République du colonel. Vous allez avoir comme ça, condamné par la peau. Vous allez avoir comme ça, les biens mal acquis. La France n'a pas le droit de dire le droit. Vous allez avoir comme ça, les disparus du bis qui reviennent. Ces sujets qu'on a traités à la télévision, dans le journal Le Choc, quelques pages, qui reviennent en grande surface. Ça veut dire quoi? Si tu m'avais mis en prison, pendant que j'étais à la télévision, parce que j'ai dit quelque chose qui n'a pas plu dans libre expression, tu vas retrouver ça ici. Et ici, il faut le dire que vous nous présentez quelques extraits, n'est-ce pas, de vos publications dans Le Choc, pour nous ramener à la surface celles qui ont constitué vos investigations à l'époque où vous les avez publiées dans Le Choc. Et de vos investigations, nous retiendrons 2 qui sont les plus grandes et qui vous amènent, n'est-ce pas, au sommet de, finalement, il faut dire, de l'apothéose de votre profession. Et vous venez de les mentionner. Les biens mal acquis, et puis l'affaire des disparus du beach. Et alors, à ce moment, vous nous communiquez les sentiments qui vous ont habité lorsque vous sortez totalement déçu de ce que vous avez cru des grosses affaires, ou lorsque vous êtes totalement sorti réconforté parce que vous avez atteint des objectifs que vous êtes donnés. Non, peut-être beaucoup de temps, plutôt dessus. Parce que, sauf Gérard, je ne mets pas la plume au service de l'art pour l'art. Moi, la plume, c'est au service de l'humain. C'est au service de la société. Et quand je mène ce genre d'investigation, je suis dessus quand je sors de l'affaire des disparus du beach, parce que je constate que l'homme est un véritable loup pour l'homme. Ce n'est pas moi qui le dis. L'homme est un loup pour l'homme. Et quand l'homme est un loup pour dire, mais comment on a pu monter une telle affaire, quand vous êtes parti d'investigation, vous trouvez des failles incroyables. Mais le procès a eu lieu, les gens ont été indemnisés, on a mis en scène une situation pour laquelle, quand nous repartons, méticuleusement comme je l'ai fait, je peux le dire, je suis le seul journaliste congolais, parmi les rares journalistes africains, qui se soit déplacé du Congo-Brazzaville, parti à Kinshasa, jusqu'au cas de Loisi, de tout là où étaient les disparus. Faire l'enquête, revenir, aller à Paris, suivre tout ça, revenir, publier. Le journal s'appelle Le Choc. Ce n'est pas Télé Congo, ce n'est pas Radio Congo. On n'aurait pas de moyens pour le faire. Et on n'aurait pas la possibilité de le diffuser. Et quand je le mets pour dire, j'en sors dessus parce qu'à la fin, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est pour dire, on ne peut pas organiser une chose pareille si à la fin on se rend compte que l'homme est ridicule face à l'homme. On peut le faire pour des raisons politiques. Et quand on le fait pour des raisons politiques, parce qu'on a tué des gens, parce qu'on a massacré des gens alors qu'on aurait pu éviter ça, parce qu'on a maltraité, on a vilipendé une nation, on a collé l'étiquette sur une nation qui a comme ça tué 353 citoyens. Et comme vous vérifiez, peut-être on n'a même pas atteint 5 citoyens qui ont disparu au beach. Le nombre est extraordinaire. Mais il ne faut pas seulement s'arrêter à lire ce qui a été dit dans les journaux. Il faut aller sur le terrain. J'ai la paternité de le dire, je mets quiconque au défi, personne n'a fait cette enquête comme moi. Imaginez que je parte sur les biens mal acquis. Je sors un essai qui arrive, et je donne le titre déjà sur ce plateau. Les biens mal acquis, la France n'a pas le droit de dire le droit. La France n'a pas le droit de dire le droit. Monsieur Rentre, ça va être un débat avec les juristes sur les biens mal acquis. Et à la fin, tu te rends compte que c'est aussi une machination politique. Vous avez des chefs d'État au niveau africain, ils sont nombreux. On a trié 3 sur le volet. On leur amène les biens. Quand on dit bien l'acquis, ça s'appelle Bongo, ça s'appelle Obiangema. Mais quand tu regardes la place de Paris,
Il y a beaucoup de chefs d'État qui ont des biens en France. Et quand vous triez déjà 3 sur le volet, vous avez faussé votre calcul. 3 seulement sur le volet. Triez. Et moi qui suis investigateur, journaliste, j'en sais, ils sont plus de 3 qui ont des biens en France des chefs d'État, mais qui ne sont pas dans la liste. Déjà, cette sélection, elle est macabre. Elle tue la vérité, elle tue la sincérité de cette affaire-là. Avoir qu'en France, il n'y a que 3 chefs d'État qui ont acquis des biens, alors qu'ils sont plus de 40 qui ont acquis des biens. Je sais de quoi je parle parce que j'ai fait l'investigation. Alors tu poses la question et on y va dans le débat. Et ça, je ne pourrais pas le dire dans un média d'État. Ça, je ne peux pas le dire ailleurs. Mais ici, j'ai la liberté de le dire. Et quand cet essai va arriver, on va le débattre ici, ça va faire un boom. C'est-à-dire, on remet en cause les affaires que nous avons connues, pour lesquelles le Congo a donné sa version, que ce soit pour les biens mal acquis comme pour les disparus. Mais moi, j'arrive avec la mienne. Et la mienne, celui qui a été sur le terrain. Je suis parti en Côte d'Ivoire pour vivre l'élection. J'ai vu comment on a sorti Gbagbo de son bunker qu'on l'amène à la CPI. Joe Bambi était directeur ici, me fait la note, je me suis parti couvrir. Mais ces choses-là, ce n'est pas 10 journalistes congolais qui découvrent ces choses-là. Et moi, j'ai pensé que modestement, dans mon travail, j'ai touché les points les plus sensibles que peut-être aucun journaliste congolais ne a touché comme moi. Je ne sais pas s'il y en a 3 qui ont fait les biens mal acquis. Paris-Brazzaville, aller assister au procès, comme aller à Kinshasa, en RDC, suivre l'histoire des disparus du beach. Comme aller en Côte d'Ivoire pour l'élection. Puisque nous parlons des enquêtes Asile de Marcel, vous écrivez à la page 75, dans le chapitre 7, les leçons de vie. Et je vous lis dans le 3e paragraphe de la page 75, chaque enquête que j'ai menée m'a rappelé combien il est crucial de rester fidèle à la vérité. Même lorsque cela est difficile, j'ai souvent été confronté à des pressions pour modifier ou embellir les récits des faits, mais je suis convaincu que l'intégrité du journalisme repose sur la capacité à présenter des faits sans compromis. Cela exige du courage, surtout lorsqu'il s'agit de dénoncer des abus du pouvoir ou des injustices. Et c'est ma dernière question. Oui, et c'est ça. Parce que vous êtes devant ce fait accompli. Bon, vous avez des pressions, je vais dire ça, tu entends un ami qui te dit « Ah, ça là, si tu dis ça, c'est grave. Mais ça, évidemment, on va t'écraser. Mais ça va te déranger. » Tu te dis « Mais qu'est-ce que je fais ?» Je dis que c'est une vérité, je fais quoi? Je le dis ou je m'abstiens de le dire? Alors j'ai dit non, il me faut le dire. Parce que ma mission à moi, ce n'est pas de camoufler la vérité, c'est de dire la vérité. J'ai dit au départ de cette émission qu'il y a des fonctions dans la vie des hommes qui nécessitent la vérité, mais celles journalistes ont dit mets-la sur la place publique. Quand le juge instruit, on dit l'instruction est confidentielle. On ne met pas sur la place publique. Quand le médecin consulte, la médecine est confidentielle. On ne met pas sur la place publique. Mais quand le journaliste travaille, on attend que ce soit mis sur la place publique. Donc la vérité du journaliste est différente de la vérité du médecin, de celle du magistrat. Le magistrat gère sa vérité dans son bureau avec son parterre de confrères. Le médecin avec ses infirmiers à côté. Mais toi, le journaliste, c'est tout le public qui attend ta vérité. Tu la gères pour le public, pour toute la nation. C'est le métier à qui on dit, dis la vérité à 5 500 000 Congolais. Dis-leur la vérité. Alors, si tu tranques ça au fond de ta personnalité, tu te sens tout petit. Tout petit. Sauf Gérard. Je crois qu'il faut appeler les gens de venir, j'ai toujours dit, accompagne-moi à la boulangerie des mots. Accompagne la boulangerie de cette profession. On va fabriquer le pain de la vérité. Et pour le faire, il ne faut pas avoir peur. Mais vous êtes comme déjà un mort. Et il ne reste plus que le couteau passe sur vous. On n'a pas la thanaphobie qui veut dire la peur de la mort. La thanaphobie est partie. Je ne suis pas thanaphobe. Je m'en vais affronter la mort. Et je vous invite de me suivre à la boulangerie de la communication. C'est de boulangerie qui a le pain de la vérité. On doit le faire le matin et le diffuser pour que tout le monde mange ce pain de la vérité. C'est ça le journalisme. Merci beaucoup, Asile Dominique de Marseille. L'appel du silence. Parcours atypique d'un journaliste né à la maternité de la communication. Un ouvrage que vous avez publié chez l'Harmattan Congo. Merci en tout cas pour ce partage. Un dernier mot de fin. Le dernier mot, c'est que, je vais dire, sauf Gérard, cet essai biographique, autobiographique, ce n'est pas ma vie qui compte. Je l'ai fait pour que les jeunes qui arrivent... C'est un partage d'expérience. Oui, qu'ils disent, écoutez, allons-y acheter ce livre pour le lire, pour comprendre comment est-ce que le doyen a fait. Sauf Gérard, dans ma vie, il y a 7 personnes qui portent mon nom. Sur les 7, j'en ai 2. On m'a amené 4 à la maison. Les autres, je ne les connais pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'arrête, un policier, dans ta voiture, tu t'arrêtes. Quelle infraction j'ai commise? Il a dit, monsieur Azi,
J'ai un fils de 7 ans, je lui ai donné le nom Asie Dominique de Marseille. Parce que quand vous passez à la télévision, je suis ébloui par votre manière de parler, par votre savoir. Et j'ai dit, mon fils s'appelle Asie Dominique de Marseille. Bon, il n'est pas seul. Ce que je connais, ils sont comme ça, 7. Qu'est-ce que je fais de ces gens-là? Ils sont peut-être nombreux qui ont cru en moi. Des jeunes qui sont partis faire ce métier en moi. Qu'est-ce que je fais? Je laisse mes traces avant de partir. Et voilà. Merci beaucoup, Asie Dominique de Marseille, pour ce partage d'expérience. Il faut dire, vous parlez de la postérité, et déjà, n'est-ce pas, là, c'est déjà quelque chose de laisser à la postérité. Et vous avez déjà ouvert le bal pour ce partage d'expérience, puisque désormais, vous allez nous produire des essais, vous allez nous produire d'autres formes de narration. En tout cas, bon vent dans cette nouvelle lancée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophia. Amis culturels, nous vous disons une fois de plus merci. Et voilà, nous sommes là au terme de notre échange avec Asie Dominique de Marseille. Nous prenons date avec vous pour samedi prochain, 14h30. En tout cas, très bonne journée dans vos familles respectives. À bientôt. Merci.